Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je continue mon bilan de lecture de cette année 2023. Je vous avais parlé de mes top mangas lus cette année. Avant de passer au roman la semaine prochaine, cette semaine, je vous fais un bilan sur les essais, en tout cas les ouvrages de non-fiction, parce qu'il n'y a pas que des essais, il y a aussi des récits, des témoignages, bref, tout ce qui rentre dans la non-fiction. J'en ai sélectionné 10, ça n'a pas été facile comme choix, mais ce sont des essais qui ne sont pas forcément des nouveautés. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, ce ne sont pas des essais, contrairement au manga pour la dernière vidéo, ce ne sont pas des essais qui sont parus forcément en 2023. Il y en a qui sont sortis bien avant, mais ce sont voilà, les 10 essais que j'ai préféré lire cette année. Et on va commencer de suite, sans plus tarder, par le 10e. Et la 10e place, elle est pour l'infographie napoléonienne de chez Passé Composé. J'ai lu 2 infographies cette année. Il y a eu donc l'infographie napoléonienne ainsi que l'infographie des guerres franco-allemandes. Alors, qu'est-ce que sont que les infographies chez Passé Composé? En fait, c'est des ouvrages assez grands, format A4, assez épais, avec du papier de qualité, très beau, dans lequel on va aborder une période. Alors là, ça a été l'historiographie de toute l'histoire napoléonienne. Il y a eu aussi sur les guerres franco-allemandes, il y a eu aussi sur l'Empire romain. Il y en a eu plusieurs chez Passé Composé. Je vous les mettrai là après, au moment du montage. Maintenant, vous connaissez mes grandes capacités de monteur. Je dis ça avec beaucoup d'ironie, évidemment. En fait, il s'attaque à une période et il l'aborde de manière très originale, avec des cartes, des schémas, les uniformes des soldats. C'est très interactif, c'est très pédagogique, c'est très moderne, la manière dont ils ont, la manière qu'ils choisissent pour aborder les sujets. On a vraiment parfois des schémas très originaux, mais qui permettent de parfaitement comprendre la situation de l'époque. Il y a aussi des textes vraiment bien écrits qui permettent d'expliquer les schémas, les cartes, etc. Même les batailles qui sont racontées de manière très originale. Vraiment, si vous connaissez des passionnés de l'histoire napoléonienne ou de l'histoire des guerres franco-allemandes, enfin bref, tous les sujets qu'il y a eu, et que vous vous dites, je ne vais pas lui offrir un ouvrage de plus sur l'époque, un ouvrage de plus sur le sujet, n'hésitez pas, foncez, parce que c'est vraiment audacieux et original comme façon d'aborder les sujets à chaque fois. Bref, voilà, moi j'ai beaucoup aimé et je voulais en parler dans ce top 10, donc 10e position pour l'infographie napoléonienne chez Passé Composé. Allez, on passe de suite maintenant à la 9e place. Et la 9e place, elle est pour une biographie d'un personnage pas forcément connu de la 5e République, et pourtant qui a baigné toute la 5e République de son influence, c'est Albin Chalandon, le dernier baron du gaullisme, une biographie écrite par Pierre Mananti. Voilà, je vous la montre à l'écran, Pierre Mananti, aux éditions Perrin, avec une préface de Catherine Ney, qui était la seconde épouse de Albin Chalandon. Voilà, cet homme a été un grand résistant, un industriel, un ministre. Bref, il a eu 50 vies en une. On le voit à un moment donné pourchassé par des gens qui veulent attenter à sa vie sur des pistes de ski. On a l'impression d'être chez James Bond, à la fois d'être dans Papy fait de la résistance, et puis ensuite dans les grandes heures du gaullisme. Il a été mêlé au gaullisme. Après, il y a eu plusieurs affaires qui ont ombragé un peu sa carrière, mais rien à chaque fois de prouvé. Bref, un homme passionnant, intéressant. Et puis Pierre Mananti, qui est en train de s'imposer comme l'une des grandes figures de l'historiographie gaulliste actuellement, qui a écrit déjà un livre sur le gaullisme social, qui a écrit donc cette biographie d'Albin Chalandon, et qui, en janvier, va publier un ouvrage sur les barons du gaullisme. Donc voilà, un vrai grand futur historien, déjà actuel historien du gaullisme, mais un futur grand historien du gaullisme, j'en suis convaincu, au-delà, en regard vraiment de sa qualité d'écriture, de son sérieux, de sa pertinence. Et oui, on a l'impression, lorsqu'on le lit, de lire des romans. Et ça, c'est rare. Donc on sent derrière, et je le sais, qu'il est passionné de littérature, qu'il ne lit pas que des ouvrages historiques. Et bien ça se voit lorsqu'on le lit. Et ça, j'aime bien. Voilà, ça, j'aime bien. Donc, 9e place pour Albin Chalandon, le dernier baron du gaullisme, une biographie écrite par Pierre Mananti. La 8e place, c'est un livre écrit par une autrice que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Adeline Baldacchino et ça s'appelle donc Une joie sauvage et douce. Je lui ai consacré un article sur mon blog si vous voulez en savoir davantage. Là, c'est un essai où elle raconte les derniers jours, les derniers mois de sa grossesse, en tout cas tous les mois de sa grossesse et les premiers jours de son enfant. Elle le raconte d'une manière formidable, c'est-à-dire qu'elle s'oppose, elle va à contrepoint de ce qu'on entend habituellement, qu'avoir un enfant, c'est la fin d'une vie, c'est la fin de la jeunesse.
c'est terrible, tu vas plus avoir de vie, tu ne vas plus exister, etc. Elle va en contrepoint complètement de ça. Elle dit au contraire que ça lui a permis de revivre et qu'elle le vit d'une manière totalement émerveillée. Elle avait fait un superbe roman qui s'appelle Celui qui disait non, qui est vraiment génial et qui m'avait bouleversé. Je vous encourage à aller le lire. Bref, une 8e place amplement méritée. J'étais ravi de lire un essai. Mais alors là, encore une fois, voilà, on est entre l'essai et le récit. C'est pour ça que je parlais de non-fiction tout à l'heure en introduction, de Adeline Baldacchino, Une joie sauvage et douce. On passe de suite maintenant à la 7e place. Vraiment passionnante et que j'ai lu en commun avec mon épouse, que je salue d'ailleurs par cette vidéo, et qui m'avait beaucoup aidé pour la recension de cet ouvrage qu'elle avait lu, qu'elle avait adoré, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on peut travailler en commun comme ça sur des lectures, c'est vraiment génial. Donc voilà, l'occasion encore une fois, s'il le fallait, de saluer toute son aide et tout l'apport et tout le soutien qu'elle a pour ce conte littéraire. La 7e place, elle est pour une biographie de Nathalie Sorokin par Julie Duchâtel chez Alizio Histoire, une superbe maison d'édition qui là a publié un très beau ouvrage de Julie Duchâtel. Nathalie Sorokin, c'est l'amante, la muse de Simone de Beauvoir. Voilà. Simone de Beauvoir aurait-elle eu son prix Goncourt sans Nathalie Sorokin? Pas sûr, parce que le personnage justement de ces romans, et puis on la retrouve influencée dans beaucoup de personnages de ces romans par cette amante, cette jeune fille qui était beaucoup plus jeune qu'elle, qui était dans l'entourage de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, etc., et qui elle était l'amante de Simone de Beauvoir. Et en fait, elle est presque épuisante, cette jeune fille. Elle est presque épuisante, elle a un destin incroyable, on le voit dans ce livre. Elle l'appelait mon petit tyran parce qu'elle pliquait des colères folles. Elle était, enfin voilà, c'est un personnage passionnant que vous allez découvrir dans cette biographie vraiment très bien écrite et qui permet de découvrir cette personne très attachante et à la fois agaçante parce que voilà, elle avait aussi ses côtés sombres, une audace folle. Enfin voilà, donc c'est ce genre de personnage dont en fait le cinéma, parfois, je le dis souvent, mais n'a presque pas besoin d'inventer des scénarios et d'inventer des personnages quand il dispose comme ça, offert par l'histoire, de telles fiches de personnages, de tels scénarios. Et là, typiquement, Nathalie Sorokin, donc par Julie Duchâtel, on a clairement le scénario d'un biopic parfait pour le cinéma. Allez, on passe maintenant à la 6e place de ce classement 2023 de mes essais préférés. Et cette 6e place, elle est pour un ouvrage paru chez Perrin par Edmond Djemboski. Voilà, j'espère que je prononce bien le nom de l'auteur, et ça s'appelle La main cachée. C'est un ouvrage absolument passionnant sur les théories du complot qui ont couru dès les débuts de la Révolution française. Voilà. C'est un ouvrage sur la Révolution française et qui dit qu'en fait, la Révolution française était un événement si bouleversant, si incroyable, un cataclysme historique déjà pour l'époque, que certains, dès la période révolutionnaire, et puis ensuite, par la suite, pendant tout le 19e siècle également, ont essayé d'y voir là des influences extérieures, des influences maçonniques, étrangères, protestantes. Bref, il y a eu tout un tas de théories du complot qui allaient au-delà des révolutionnaires, parce que certains se disaient, c'est pas possible qu'une telle jeune génération, ils étaient des trentenaires, ceux qui ont fait la révolution, c'est pas possible qu'ils aient été libres, indépendants, qu'ils aient pensé à tout cela seuls, qu'ils aient été financièrement autonomes, etc. C'est impossible, donc il y a forcément quelque chose derrière. Et l'ouvrage de Edmond Djemboski aborde tout cela. Il y a plein de théories du complot, certaines sérieuses et qui ont des fondements plus ou moins sérieux, en tout cas matériellement vérifiables, d'autres absolument farfelus. Donc j'ai adoré lire ce livre. Et franchement, vous allez voir que le XXIe siècle n'a rien inventé en termes de théorie du complot. Après, voilà, certains complots deviennent ensuite des faits et des conspirations reconnues quelques décennies après. Donc il faut faire attention parfois avec l'usage de ce terme. Edmond Djemboski le fait parfaitement. Il y a une phrase célèbre qui dit qu'il y a deux sortes d'imbéciles en fait, ceux qui voient des complots partout et ceux qui n'en voient nulle part. Donc voilà, le complot ne veut pas dire que c'est quelque chose d'absolument farfelu. Il y a parfois des complots qui sont en réalité des stratégies qui pour l'instant sont cachées, qui seront révélées plus tard. Mais bon, il le fait vraiment de manière très sérieuse, pertinente, et c'est ce que j'ai adoré dans cet ouvrage, vraiment passionnant. Donc je rappelle, La main cachée de Edmond Djemboski, et c'était chez Perrin. Allez, maintenant, on va attaquer les 5 premières places. De suite, qui finit 5e de ce top 10 essai 2023. La 5e place, elle est pour un livre d'art. Un livre d'histoire de l'art, histoire de la peinture, mais raconté à travers 100 artistes. Ça s'appelle Léonard, Frida et les autres. Voilà, je vous le montre à l'écran. Et c'est écrit par Camille Junot aux éditions Chêne. Voilà, aux éditions du Chêne. Camille Junot, qui a un compte Instagram absolument passionnant que je vous invite à aller découvrir, qui s'appelle La Minute Culture, voilà, sur Instagram, qui produit
du contenu d'une grande qualité, voilà, sur la peinture, sur l'art, et même sur la littérature. Parfois, elle parle de littérature, et c'est passionnant. Elle était venue sur mon podcast, d'ailleurs, le Salon littéraire, pour parler des rapports entre littérature et peinture. Ça avait été un épisode génial, et que je sais que vous aviez beaucoup aimé. Et là, c'est un ouvrage vraiment passionnant, très intéressant, bien écrit, et qui explique à travers, sans artiste, voilà, sans artiste, avec des tableaux célèbres à chaque fois d'un artiste, qui explique à la fois l'œuvre, et à la fois qui raconte des choses sur l'artiste, chronologiquement, des anecdotes, et qui permettent vraiment de bien comprendre. Moi, je trouve que c'est une superbe entrée en matière dans la peinture et dans l'histoire de l'art. On a des grands classiques, et puis aussi on a également des peintres moins connus, puis des artistes femmes également. Elles montrent qui étaient les premières femmes à être peintres, pourquoi certaines, ben, finalement on ne les connaît pas alors qu'elles avaient un talent fou. C'est vraiment très bien écrit, c'est très bien composé, c'est bien illustré. C'est un ouvrage que j'aime beaucoup avoir et que je consulte souvent, même les enfants, mon épouse, les consultants. Voilà, par exemple là, je tombe sur Artemisia Gentileschi qui a un destin absolument foudroyant et bouleversant. Cette double page est vraiment géniale. Si vous lisez cet ouvrage, vous penserez à moi lorsque vous en arriverez là. Et il y a vraiment des peintres, oui, que j'ai découvert grâce à ce livre, d'autres que je connaissais, mais il y en a beaucoup finalement que je me rends compte que je ne connaissais pas, alors qu'ils ont un talent fou. Je me rappelle notamment, alors je ne vais pas le trouver là évidemment, comme c'est toujours pareil, lorsqu'on est en train de chercher quelque chose pour une occasion particulière, on ne la trouve plus, alors que je suis sûr que juste après avoir fini la vidéo, j'ouvrirai le livre et je tomberai pile dessus. Bon, allez, on va essayer de faire un peu de montage, un peu de coupure, on se retrouve juste après, par magie, ça va durer qu'une seconde pour vous, moi je vais mettre 10 minutes à trouver la page, mais je vais vous la montrer. Parler de Jean-François Millet et de Rosa Bonheur. Ah, ça a duré pas de temps pour vous, mais pour moi ça a duré assez longtemps. Et là vous vous dites, après une telle mise en scène et une telle mise en avant, j'espère que ça sera bien. Mais rassurez-vous, ça va être bien. Jean-François Millet, donc La Campagne, voilà, c'est ce peintre de la campagne qui est incroyable. Et franchement, ça me touche énormément, cette peinture de la campagne. Alors je sais qu'à cette époque-là, ils étaient peut-être critiqués car trop réalistes. Et à ce moment-là, peut-être que la peinture, les artistes essayaient de s'éloigner du réalisme, de s'éloigner du réel, parce que aussi peut-être la photographie arrivait, faisait concurrence. Et donc ils ont essayé de trouver autre chose pour toucher les gens. Mais moi, ça me touche énormément. Et surtout Rosa Bonheur, qui est une peintre que je ne connaissais pas du tout. Vous voyez, elle a une superbe double page qui lui est consacrée. Et honnêtement, ce tableau, je le trouve incroyable. J'ai l'impression que les animaux sont vraiment réels, qu'ils sont en train de bouger devant moi. Et la terre, regardez la terre, la qualité là, de la terre, c'est incroyable. Si vous connaissez un petit peu son environnement, et puis on a tous vu de toute façon un champ labouré de cette manière, on a l'impression d'y être. Je trouve ça fou. Enfin, je trouve ça fou à quel point il y a des gens qui ont un tel talent. Et enfin, c'est génial. Voilà. Donc, 5e place, plus que méritée pour Léonard, Frida et les autres. 8 siècles de peinture racontée en 100 artistes par Camille Junot aux éditions du Chêne. Allez, maintenant, il n'en reste plus que 4. Passons de suite donc à la 4e place. 4e place pour un essai. Alors voilà, là je disais, il n'y a pas que des ouvrages parus en 2023. Cet ouvrage a plusieurs siècles. Il s'appelle Pascal, Les Pensées de Pascal. Je ne les avais jamais lus. Je les ai eus cette année dans une période très particulière pour moi où je me suis fixé un objectif d'une 50aine de fragments par jour. Et ça m'a fait beaucoup de bien à l'époque où je l'ai lu. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors moi j'avais cette image du Paris pascalien qui est très connu. Mais il y a plein de choses au-delà de ça sur l'être humain. Et au-delà de la réputation très chrétienne, effectivement, c'est un ouvrage sur les chrétiens, sur la foi, sur les vertus du catholicisme, etc. Mais pas seulement. Il y a beaucoup de réflexions sur l'homme, sur la justice, la force. Il y a cette citation que j'aime beaucoup qui est que, en fait, la justice sans la force, elle n'a aucun pouvoir, elle est inefficace. Mais la force sans la justice, elle est illégitime. Et je trouve ça très beau, très fort et très profond. Et voilà, il y a plein comme ça de fragments passionnants. D'autres qui le sont moins, où il faut avoir des références que je n'ai pas forcément, où vraiment c'était une époque où ils avaient un enseignement théologique très poussé et donc qu'on n'a plus forcément aujourd'hui. Et donc voilà, tout n'était pas clair pour moi, mais de manière générale, même lorsque je ne comprenais pas, j'aimais cette lecture, j'aimais cette période où je lisais une 50aine de fragments de Pascal par jour. C'est assez fou dit comme ça, mais enfin voilà, j'aimais beaucoup. Et puis le Paris pascalien, c'est un extrait absolument célébrissime, qui dit qu'en fait, il s'adressait aux libertins de l'époque. Pascal, il disait en fait, voilà, je vous propose un pari sur est-ce qu'il faut croire en Dieu, est-ce que Dieu existe ou pas. Croyez-y, parce que s'il existe, vous avez tout à gagner, et s'il n'existe pas, vous n'avez rien à perdre. Donc croyez-y. Et en fait, je ne sais pas si ça vous fait la même chose, vous, quand il y a des citations comme ça, célébrissimes,
dans l'histoire de la littérature, ou quand il y a des peintures très connues dans un musée, lorsque j'arrive à cette citation, ça me fait un petit quelque chose. Je fais, ah tiens, je la reconnais celle-là. Et ça, je sais pas, ça me fait un petit quelque chose et ça m'a marqué. Voilà, je me souviens typiquement de l'endroit où j'étais lorsque j'ai lu cette citation, un peu comme lorsqu'on arrive dans un musée, on tombe sur un tableau qu'on a vu pendant des jours, des années, etc., dans des livres, et qu'on le voit enfin en vrai, ou des monuments. Ben là, ça m'a fait pareil pour cette citation. Et ça m'avait fait pareil, je me souviens, quand j'avais lu Gargantua de Rabelais, où en fait il y a des citations et des proverbes qui sont absolument célébrissimes, qu'on ne sait pas forcément que c'est tiré de Gargantua de Rabelais, et qu'on découvre comme ça au fur et à mesure de la lecture. J'avais trouvé ça génial. Voilà. Bon, voilà. Ça aussi, mon enthousiasme légendaire à trouver génial des choses que certains vont trouver banales, mais j'avais trouvé ça absolument, bah oui, je veux le dire, génial. Allez, maintenant, top 3. Allez, attaquons la 3e place, et là, je veux dire, c'est du solide, c'est du costaud pour les 3 premières places. Allez, de suite, quelle est la 3e place de ce classement 2023 ? Bien, la 3e place, elle est pour Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation. Alors, je vais être honnête avec vous, puis de toute façon, ceux qui avaient vu toutes mes vidéos depuis des années, enfin des années, 2 ans, savent que je ne l'ai pas fini en 1 an. Je l'avais commencé en 2022 et j'ai mis du temps à le lire. C'est un gros pavé, pas forcément évident à toujours comprendre, très complexe, mais que j'ai trouvé vraiment passionnant, pertinent, mais encore une fois, un peu comme dans beaucoup d'ouvrages philosophiques, j'ai vraiment la délicatesse et la modestie de dire que je n'ai pas tout compris, mais ce n'est pas dérangeant, parce que pour les éléments et les passages que je comprends, et plus je lisais et plus je comprenais. On rentre dans l'esprit vraiment de Schopenhauer, et c'était de plus en plus clair et de plus en plus intelligible. Donc le monde comme volonté et comme représentation, il y a plus de 1000 pages, il y a des passages là aussi célébrissimes. Alors Schopenhauer qui est réputé comme étant un philosophe pessimiste, en fait on se rend compte que pas du tout, mais voilà, il a cette distinction entre ce qu'est la représentation, et chacun a sa représentation du monde, et la volonté qui est cette force aveugle, invisible, et qui en fait guide toutes nos actions. Il y a beaucoup de passages intéressants, bah voilà, je ne vais pas forcément les égrener, mais j'ai été vraiment marqué par cette lecture. Et là aussi, on va dire que dans la première moitié de l'année 2023, je me suis dit, allez, cette fois-ci Adrien, il faut que tu t'y mettes, il faut que tu le finisses cette année. Et donc je me suis imposé un rythme de lecture régulier et défini quotidiennement pour pouvoir le finir. Et je ne le regrette pas du tout, vraiment. Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation. Alors ça m'a donné envie de lire d'autres ouvrages de lui, mais c'est vraiment. Alors j'ai adoré notamment, par exemple, tous ses développements sur l'art, sur la peinture qu'il a, et sur le fait que la volonté doit être clairement visible. Et moi je suis d'accord avec lui. En tout cas il m'a convaincu, mais définitivement convaincu, que la volonté doit être clairement lisible et qu'il ne doit pas y avoir des concepts derrière les concepts dans l'art. Et ça il le dit déjà dès la fin du XIXe siècle. J'aurais beaucoup aimé, avec un peu d'ironie, lire ce que Schopenhauer aurait pensé de l'art contemporain actuel, où lorsqu'on voit un tableau, on se dit, bon, ok, et puis après il y a le guide qui arrive, il dit, oh, mais attendez, en fait il est formidable pour ça, vous ne le voyez pas, mais c'est pour ça qu'il est absolument formidable ce tableau. Et ça, Schopenhauer, il aurait été fou d'entendre ça, parce que déjà à la fin du XIXe siècle, il dit, en fait, il y a de la peinture dans laquelle on nous explique qu'il y a des concepts, etc., et la volonté n'est pas clairement lisible. Pour lui, c'était de la fumisterie. On rigole aussi souvent avec Schopenhauer parce qu'il est très agressif, il est radical. On n'a pas cette idée parfois des philosophes, on a une idée un peu chiadée des philosophes avec Schopenhauer ou avec Nietzsche, mais pas du tout. Et donc il y a des fois où on rigole, on se dit ah oui, il y va fort là. Bon bref, voilà. Donc Le monde comme volonté et comme représentation, je les ai lus dans l'édition PUF, je les ai pas là, ils sont dans la bibliothèque du haut, donc je ne suis pas allé les chercher pour l'occasion de la vidéo, mais voilà. Donc c'est une lecture que je vous recommande. Et contrairement à ce que dit Arthur, j'appelle Arthur dans la préface, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu toute son œuvre avant, ni toute l'œuvre de Kant, parce que sinon en fait vous le lisez jamais. Parce que moi je commence la préface, et là Arthur il dit, en fait pour lire ce livre, il faut que vous ayez toute l'œuvre que j'ai écrite avant, et il faut avoir lu tout Kant. En tout cas, c'est pas un super promoteur de sa littérature. Parce que moi, je me suis dit, soit j'arrête, soit je vais lire tout Kant. J'ai continué. Voilà, j'ai continué et je n'ai pas regretté. Mais peut-être que j'aurais tout compris si j'avais lu tout Kant. Mais je suis pas sûr que j'aurais compris tout Kant. Enfin bref, allez, 2e place. La 2e place, elle est très émouvante, très belle et bouleversante. Ça s'appelle L'espèce humaine de Robert Anthem. C'est un récit, un témoignage, plus qu'un essai. Et c'est absolument bouleversant. Il raconte son expérience dans les camps de concentration, et c'est bouleversant sur ce qu'il vit. Il n'y a vraiment aucun filtre, aucun tabou. Il décrit de manière très crue ce qui se passe dans le train, puis après dans le camp lui-même, les différentes strates qu'il peut y avoir, les différentes manières qu'avaient certains
de s'en sortir en étant parfois, en faisant ce que les SS, les tenants du camp, leur demandaient de faire. C'est terrible, il y a des passages vraiment durs à lire, donc voilà, à ne pas lire si vous ne vous sentez pas bien ou si vous êtes dans une période compliquée de votre vie, à ne surtout pas lire, parce que voilà, on voit vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle l'espèce humaine, les bas-fonds de l'espèce humaine. On voit à quel point les nazis avaient un projet de sortir ces gens-là, les juifs, les tziganes, tous ceux qui étaient internés pour ce qu'ils étaient, et pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient, ils avaient vraiment l'ambition de les sortir de l'espèce humaine, d'en faire des animaux. Et ce qui est très puissant et ce qui est beau dans ce livre de Robert Antelme, qui s'appelle L'espèce humaine, c'est que Robert Antelme renvoie un message aux nazis en disant, en fait, l'image que vous avez faite de nous, vous avez fait de nous des animaux, vous avez fait de nous des moins que rien, on ne ressemblait plus à rien, on se comportait parfois comme des animaux à se battre pour d'un bout de pain entre nous. En fait, c'est votre propre image qu'on vous renvoie. C'est vous qui êtes comme ça. Votre projet, en fait, c'est vous. C'est une introspection de ce que vous êtes. Et ça, c'est très puissant. Il arrive même parfois sur certaines pages à dire que certains gardiens du camp étaient aussi victimes qu'eux. Et ça, c'est fort d'écrire ça. C'est dur à lire, mais il l'écrit bien. Et puis il y en a d'autres qui, eux, et ça aussi, on voit les différentes attitudes des prisonniers des camps, qui, eux, refusaient vraiment de se plier à ce que disaient les SS, refusaient de devenir des animaux, refusaient de se battre pour un bout de pain, accepter l'idée, en fait, d'aller jusqu'au projet ultime, de se montrer à nu, et d'être vraiment dans oui, la mise à nu totale de l'espèce humaine face aux nazis. Et voilà, en fait, il ne juge personne, et c'est un récit vraiment très très bouleversant. Vous voyez, je manque de mots pour en parler parce que j'ai peur de lui manquer de respect et de ne pas lui être fidèle, de ne pas être fidèle à l'esprit de ce témoignage en le commentant de manière erronée. Et il y a des fois où en fait les mots sont trop faibles pour évoquer la puissance d'un livre, et il y a des fois où en fait il faut juste aller le lire, refermer le livre, être ému, être bouleversé, et passer au suivant en silence. Et j'ai presque trop parlé sur ce livre, alors que le silence aurait pu lui être bien plus fidèle. En tout cas, voilà, un superbe ouvrage, un superbe essai que j'ai lu cette année, et voilà, Robert Antelme, L'espèce humaine. Voilà, donc c'est assez pesant, mais en même temps c'est parce que l'ambiance et le récit est pesant, et c'est également le cas pour La Première Place, qui est un livre incroyable. La Première Place est incroyable. Je vous laisse de suite découvrir qui termine premier de cette année 2023 en essai. Et donc la Première Place, l'essai que j'ai préféré lire, c'est un essai qui s'appelle Le Pacte antisémite, écrit par Marie Moutier-Bitan chez Passé Composé. Déjà la couverture est pesante, la couverture marque beaucoup lorsque vous le voyez en librairie. C'est un ouvrage incroyable sur la Galicie orientale pendant la Seconde Guerre mondiale et sur le traitement qui a été fait des Juifs dans cette Galicie orientale qui est un peu l'équivalent de l'Ukraine de l'Ouest, je crois, si je ne veux pas dire de bêtises. Et en fait, ça montre que, en fait, déjà, les Juifs étaient traités de manière discriminatoire dans l'ancien empire de l'époque, puis ensuite par l'URSS lorsqu'ils ont pris le pouvoir. Enfin, il y a eu pas mal de chamboulements dans cette période. Et lorsque les nazis sont arrivés, lorsqu'ils ont envahi cette partie de l'Ukraine, la Galicie orientale, il y a eu une sorte de pacte antisémite, de permis à tuer. Et il y a eu des pogroms absolument sanguinaires, terrifiants, terribles. Et là aussi, il y a certaines pages qui sont difficiles à lire parce que ça va dans le détail, ça explique vraiment le détail des pogroms qui ont pu se passer dans certains villages où les voisins ont commencé à aller massacrer leurs propres voisins auprès de qui ils vivaient depuis des décennies. Et en fait, ça essaye d'expliquer qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi il y a eu ce permis à tuer et pourquoi il y a eu une telle boucherie ensuite dans certains villages, le ressentiment qu'il y avait vis-à-vis des Juifs, l'explication pourquoi ce ressentiment, les strates qu'il y avait économiques et sociales à l'époque dans cette période, pourquoi il y avait depuis des décennies, voire même depuis des siècles, ce ressentiment à l'égard de la population juive là, donc des fantasmes erronés, des images mal fondées, etc. C'est vraiment très intéressant, ça explique vraiment bien et c'est bouleversant. Franchement, c'est un ouvrage bouleversant, très pertinent, très convaincant. On croit vraiment à tout ce qu'on lit. Et encore une fois, voilà, il y a des détails parfois qui sont crus, mais qui sont nécessaires. Et il y a voilà, vraiment, dans cet ouvrage, je le redis, mais cette explication de ce permis à tuer. Pourquoi il y a eu ce pacte qui a été fait et pourquoi ça a été reçu d'une telle manière. Et c'était pas juste la population qui devient folle et qui commence à tuer les juifs autour d'eux et qui commence à tous les tuer. En fait, c'est une explication qui remonte à des siècles, à des décennies. Et Marie Moutier-Bitan l'explique très bien par une mise en contexte vraiment longue mais passionnante de tout cela.
Et après, donc l'alliance entre les nazis et les nationalistes ukrainiens. Ensuite, bon, les nationalistes ukrainiens qui eux-mêmes se sont trahis finalement par les nazis parce qu'ils leur avaient promis des choses en termes d'indépendance, effectivement, qu'ils n'auront pas eu après. Donc voilà, donc c'est vraiment très bien expliqué. Donc ça s'appelle le pacte antisémite, c'est écrit par Marie Moutier-Bitan. Et vraiment, je me souviens, là aussi, j'avais consacré un article sur mon blog, donc si vous voulez le lire, vous pouvez, je vous mettrai le lien. Donc je ne vais pas en dire davantage, mais c'est laisser. J'ai essayé vraiment de réfléchir à tout ce que j'avais vu cette année, je me suis fait une liste, etc. Et le pacte antisémite, ça a été de suite évident, c'est vraiment celui que j'ai préféré, ça a été vraiment une évidence. Voilà. Avec Robert Antelme, les deux, ça a été les deux lectures les plus marquantes de cette année 2023. J'en ai terminé, évidemment, j'en oublie beaucoup, j'en ai lu d'autres, mais c'était difficile de faire des choix, c'était difficile de les écarter, il y a eu de nombreuses autres lectures historiques, philosophiques également un peu, mais enfin surtout historiques, qui m'ont marqué, mais voilà, il faut faire des choix, et j'ai décidé de mettre en avant ces 10 ouvrages vraiment que je vous recommande vivement, je vous conseille vraiment d'aller les lire, donc voilà, on est dans la période après Noël, mais si vous avez eu des bons cadeaux, ou si vous avez encore des cadeaux à acheter, que sais-je, ce sont des lectures qui ne décevront pas soit vous, soit les personnes à qui vous les offrirez. Mais j'espère au moins vous avoir bien expliqué les œuvres, ce à quoi vous pouvez vous attendre en les lisant, ce à quoi vous ne pouvez pas vous attendre. Alors, on a vraiment des états d'esprit différents, des écritures différentes en fonction des livres. J'espère vous avoir bien guidé sur ces différentes lectures. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, à commenter, à vous abonner aussi, c'est vrai que je ne le dis pas tout le temps, mais à vous abonner, ça permet de, lorsque je fais une nouvelle vidéo, et je m'en excuse encore une fois de la longue période d'absence qui fut mienne depuis le mois d'août, mais voilà, je vais essayer de revenir à un rythme plutôt régulier, autant que faire se peut. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire quel type de contenu vous aimeriez voir sur cette chaîne. Moi j'ai déjà pas mal d'idées en tête, j'ai plusieurs projets, mais si vous avez des idées de contenu que vous aimeriez voir, n'hésitez pas et je les prendrai en compte et je m'adapterai également à vos besoins. C'est aussi ce que j'aime en fait, le partage, l'interaction entre nous lorsque je fais ce genre de vidéos. En tout cas moi, j'ai passé une très belle année 2023, que ce soit ici jusqu'au mois d'août, parce qu'après il n'y a pas eu trop de vidéos, ou alors après sur les réseaux sociaux ou sur mes différents podcasts. J'espère que vous aussi vous avez passé une belle année 2023. Je vous souhaite en avance une très belle année 2024. Passez de bons moments en famille. Mais surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous, lisez des livres. Et puis à très bientôt vraiment pour une nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Au revoir.